Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir reprendre avec deux panels. Il y en a un ici dans cet auditorium. Le second se trouve dans la salle juste à côté. C'est la salle Blocklin et selon ce qui est indiqué sur les programmes. Donc le panel qui se tient ici se titule « Quel message des entreprises du numérique pour le sommet Union africaine, Union européenne d'Abidjan ?» avec pour modérateur Monsieur Gilles Babinet de Digital Champion. Si Monsieur Babinet est là, bonjour, vous êtes bien là. Et nous avons dans la salle à côté un autre panel sur l'aménagement numérique des territoires et des schémas. Je fais ça pour élargir. C'est la salle d'à côté donc avec Madame Mariana Bruna de Sofricom. Monsieur Babinet, si vous voulez bien donc reprendre la main pour ce panel. Merci pour votre attention. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour participer à ce sujet passionnant qui est celui de la digitalisation, numérisation de l'Afrique. L'objet de cette table ronde, c'est finalement d'être capable de proposer un agenda pour cette réunion Europe-Afrique qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Donc c'est un agenda qui pour l'instant est ouvert et qui vise à créer des stratégies d'ensemble pour accélérer ce que certains dénommeraient le saut de grenouille ou le leapfrog africain. Et nous avons ici un panel d'acteurs du terrain, des entrepreneurs, des gens du monde associatif qui sont particulièrement emblématiques de ce que fait l'Afrique numérique de mieux aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter dans une formule qui devrait tenir dans 2 ou 3 tweets, s'il vous plaît. Bien, écoutez, bonjour, je m'appelle Philippe Arnaud. Je suis le président de Digital Réunion, qui est en fait le syndicat professionnel du numérique à l'île de la Réunion. Naturellement, je suis entrepreneur. Depuis 25 ans dans le numérique à La Réunion, mon entreprise conçoit des applications mobiles pour le secteur bancaire et le secteur touristique, notamment aérien. Bonjour, je suis Patrick Beng, je suis patron d'un groupe de sociétés d'ingénierie qui s'appelle Innova, qui est dans les infrastructures, le développement logiciel et la formation. Mais je suis là en tant que président du groupement des opérateurs du secteur des TIC et administrateur du patronat de Côte d'Ivoire. Oui, je m'appelle Antoine Gomme, je suis le directeur général de GSE Technologies. Mais comme Patrick, je suis là en tant que président de l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal optique et vice-président du Conseil national du patronat sénégalais. Bonjour à tous, je suis Saloua Karkri-Belkeziz, je suis chef d'entreprise, président directeur général de GFI Informatique basé au Maroc mais qui opère sur une dizaine de pays d'Afrique. Je suis là en tant que présidente de l'APEBI, qui est l'équivalent du Syntec au Maroc, qui représente les professionnels et qui est la fédération de la CGM, donc l'équivalent du MEDEF, voilà, le secteur d'économie numérique. Merci. Bonjour, je suis Reis Selami, je suis donc patron du groupe Discovery qui intervient sur le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais je suis aussi comme président de la Fédération du numérique en Tunisie, donc c'est le patronat numérique tunisien, membre du bureau exécutif du patronat tunisien et puis en tant que membre du conseil stratégique pour l'école numérique tunisien qui est présidé par le chef du gouvernement. Très bien, alors vous êtes tous extrêmement légitimes et compétents sur ces sujets et je pourrais ne pas savoir par qui commencer, mais on va faire honneur aux dames. Et Saloua, je vais vous demander, est-ce qu'il est possible d'envisager d'avoir des stratégies d'ensemble ? C'est une première question, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire à l'égard du numérique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, ou est-ce qu'on peut parler de stratégie d'ensemble ? Tout à fait. Si vous permettez, je voudrais juste d'abord remercier Mohamed Diallo pour cette initiative et qui nous permet donc de nous retrouver toujours entre nous. Donc c'est quelque chose et de partager justement nos expériences. Et à ce sujet-là, justement, chacun de nos pays a une stratégie digitale et qui est à l'horizon 2020 pour la plupart des pays.
Et nous, en tant qu'association professionnelle ou en tant que professionnels, nous avons effectivement participé à l'élaboration de ces stratégies. Donc, je veux dire, nous sommes écoutés par nos différents gouvernements, donc au niveau de l'élaboration. Maintenant, reste la mise en œuvre de l'élaboration, parce que la mise en œuvre d'une stratégie dépend. D'abord, c'est des stratégies qui doivent être portées par très haut niveau, c'est-à-dire vraiment au niveau chef d'État lui-même, puisque nous sommes dans un secteur qui n'est pas vertical, mais qui est horizontal, qui impacte l'ensemble des secteurs. Ça, c'est important. Et bien sûr, avoir les moyens et les structures de gouvernance. Donc, chaque pays a, je dirais, choisi une gouvernance différente. Nous, au niveau du Maroc, nous avons choisi de créer l'Agence de développement digital, l'ADD d'ailleurs, qui a vu le jour par les textes réglementaires, mais qui est en cours de mise en place, qui devrait être mise en place. Et on se dit, puisqu'au niveau de l'Afrique, nous avons les mêmes défis, nous avons à peu près les mêmes stratégies, parce que chaque fois qu'on se retrouve, justement, on a étudié et on les a présentées. Pourquoi ne pas avoir une stratégie régionale, une stratégie africaine régionale, pour justement, pour gagner du temps, pour mutualiser, pour se partager les expériences au niveau projet, puisque ce matin, il y a 2 ou 3 projets qui ont été mis, je dirais, en avant. Donc, ce sont des projets qui n'existent pas dans tous les pays. Donc, comment faire en sorte pour que, justement, les mettre dans les pays où ils n'existent pas, parce que chaque pays a un projet qui a réussi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est une stratégie du digital africaine, ou au moins régionale, peut-être pas les 54 pays, mais au moins une région de l'Afrique. Donc, essayer de réfléchir à la portabilité des stratégies, si je comprends bien. Alors, Patrick, vous êtes, on va traverser le Sahara, on va aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a, me semble-t-il, une stratégie assez offensive, en tout cas emmenée par l'État en matière de numérisation. Est-ce que vous croyez à cette idée de stratégie régionale ? Et est-ce que ça va au-delà des infrastructures où vous avez quand même été très volontariste ? Okay. Merci. Je vais présenter aussi mes remerciements à Mouhamadou Diallo pour cette opportunité qu'il nous offre pour échanger sur le digital en prélude à cette rencontre qui va avoir lieu chez nous en Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que la stratégie digitale s'inscrit dans une stratégie globale qui est la stratégie d'émergence de la Côte d'Ivoire. Et cette stratégie digitale a été menée de façon inclusive et collaborative entre nos autorités de tutelle, le ministère de l'économie numérique et les opérateurs que nous sommes, à la fois opérateurs du secteur, le club des DSI utilisateurs. Donc on a pensé ensemble cette stratégie, on a mis en œuvre les jalons de déploiement de cette stratégie, mais il est clair que pour que cette stratégie ait du sens, il faut qu'elle s'inscrive dans une logique sous-régionale. Et la Côte d'Ivoire est engagée dans toute une réflexion sur l'élaboration au niveau de l'espace UMOA d'une stratégie digitale cohérente, quoi. Donc les problématiques de cybersécurité, les problématiques, je dirais, de contenu, tout ça sont pensées au niveau global dans la sous-région avec des déterminants sectoriels dans chaque pays pour la mise en œuvre. Donc le digital ne peut pas se penser en Afrique uniquement que dans un pays. Il faut avoir une vision globale, sous-régionale et par bloc, comme Salwa le disait tout à l'heure. Alors, Antoine, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des acteurs particuliers qui sont plus à même de porter ça ? Est-ce que ce sont les régulateurs, les États ? Est-ce que c'est des opérateurs de type Banque mondiale, AFD, BAD qui peuvent faire ça ? Est-ce que ce sont des acteurs privés ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui. Merci et félicitations et tous mes remerciements, comme tout le monde, à Mohamedou et à CIO Mag. C'est encore une opportunité qui nous est offerte, comme on dit mes collègues, pour pouvoir continuer la réflexion ensemble pour la transformation digitale de l'Afrique. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait sortir d'ici avec des propositions vraiment concrètes dans le cadre, dans la perspective de la rencontre d'Abidjan. Si on finit, je vais dire, ce workshop sans qu'à la fin, on arrive avec des propositions concrètes, je crois qu'on aura fait encore une conférence en plus
et on n'aura pas la possibilité d'impacter et d'influer comme on doit le faire. M. Touré l'a dit ce matin, c'est au secteur privé, en fait, d'impulser. Parce que nos gouvernants, ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients du fait de l'importance du numérique, nos gouvernants, en fait, ont une préoccupation, et peut-être la N+1 est liée au numérique. Donc c'est à nous, secteur privé, d'impulser cela. Oui, les acteurs qui doivent impulser cela, pour nous, c'est au niveau du secteur privé à travers nos différentes organisations. Alors, avant de venir en fait, cet atelier, j'ai regardé un peu ce qui s'est fait dans les sommets précédents. C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui a été recommandé dans le cadre des sommets précédents, Union européenne, Union africaine. Parce que l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on puisse peser. Et qu'est-ce qui a été déjà fait dans les rencontres précédentes? Il est important de le savoir pour peut-être s'inscrire dans la continuité ou carrément rompre avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Donc, j'ai fait quoi? Je suis allé voir en fait la feuille de route du dernier sommet UE-UA et je suis allé voir qu'est-ce qu'il y a en matière de numérique à l'intérieur de cette feuille de route. Feuille de route 2014-2017. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Il apparaît 2 fois le mot numérique dans la feuille de route, qui fait beaucoup de pages, hein, peut-être une vingtaine de pages. Il y a 2 fois le mot numérique pour dire quoi? Archivage numérique et TNT. D'accord? Ce sont ces 2 mots qui existent en termes de numérique dans cette feuille de route. Franchement, je pense que c'est assez léger. Quand on voit, je veux dire, ce que représente, l'opportunité que représente le numérique, et ça c'était en 2014, hein. C'était pas un sommet de 2010 ou de 2007 ou de 2000, c'était le sommet de 2014, donc qui traçait la feuille de route dans la coopération UE-UA 2014-2017. Donc c'est très léger. Et donc, j'étais vraiment agréablement surpris qu'on puisse avoir une séance comme celle-là, où on puisse donner des inputs. Mais je suis persuadé que ça ne va pas suffire. Et on ne réussira que si les recommandations qu'on donne ici, on retrouve au moins une partie dans la déclaration finale. Est-ce qu'on s'y est pris assez tôt? Est-ce qu'on s'est inscrit dans le mécanisme qui permet d'élaborer les recommandations liées à ce sommet pour qu'on ne fasse pas en fait un workshop de plus? Il serait important vraiment de se poser les questions et que CIO-MAG devrait transformer l'essai en s'assurant vraiment que ce qui sort d'ici, on pourrait retrouver... Alors, on est tout à fait d'accord et je pense qu'il y a un début de proposition. Vous parlez du secteur privé. Qu'est-ce qu'on peut demander au secteur privé? Alors, déjà une chose, c'est qu'il faut avant d'arriver à cette question, il faut qu'on demande au chef d'État de consacrer le numérique comme étant un domaine prioritaire dans les relations UE-UA. Je crois que ça, c'est une première proposition concrète. Deuxièmement, c'est effectivement placer le secteur privé au cœur de l'élaboration des recommandations qui sont liées aux échanges dans le cadre de la digitalisation entre l'UE et l'Afrique. Je pense que ces 2 propositions fortes, une fois qu'on aura, je veux dire, mis le secteur privé au cœur en fait de ces échanges dans le domaine du numérique, je crois qu'on arrivera à mettre sur la table des propositions plus concrètes. Mais on peut en citer d'autres, hein. On en a plusieurs sur la table et je crois que les questions vont venir sur les recommandations concrètes. Mais déjà 2 recommandations concrètes, domaine prioritaire du numérique dans le cadre des échanges UE-UA et 2e recommandation concrète, en fait, secteur privé comme étant le lead de l'élaboration des recommandations dans les échanges UE-UA. Alors, on va traverser l'Afrique, cette fois-ci à l'horizontale, vers l'Est. Je vais donner la parole à Philippe. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le secteur privé a un rôle premier à jouer? Est-ce que, et quel peut être, par contraste, le rôle d'autres opérateurs? Je pense aux grands acteurs de développement que sont la Banque mondiale, l'AFD et la BAD, et puis également les États en regard du secteur privé
comme ça vient d'être évoqué? Bien, en fait, les acteurs que vous avez cités sont forcément structurants. Ce sont des investisseurs. Et puis, vous avez cité aussi donc, les États qui, on va dire, fournissent, en tout cas devraient fournir, un contexte favorable pour le développement de nos affaires. Moi, je rejoins mes collègues sur le fait que, et d'ailleurs on le fait à La Réunion, je vous donnerai quelques mots sur la stratégie de La Réunion en termes numériques dans la zone africaine où elle baigne, mais il y a vraiment, de la part des acteurs privés, une attente dans le sens où nous sommes prêts à développer nos business, nous sommes prêts à investir. Évidemment, ce qu'on attend, en général, ce n'est pas forcément des moyens. Beaucoup d'entre nous savent les trouver, mais c'est quand même un contexte favorable. Tout à l'heure, on en a parlé, un contexte réglementaire, un contexte juridique, un contexte comment dire, de sécurité, qui fait qu'on peut travailler, on va dire, dans des normes correctes. Ça, c'est la base. Et évidemment, sur un forum Union africaine, Union européenne, on attend vraiment que le rôle des régulateurs s'interconnectent, parce qu'effectivement, là, on parle de pays qui ont souvent des droits différents, qui ont souvent des gouvernances différentes et qui ont vocation à travailler ensemble. Pour donner un élément sur La Réunion, en fait, vous avez 2 terres françaises insulaires en Afrique. Vous avez Mayotte, qui est en Afrique de l'Est, et vous avez La Réunion, qui est en Afrique australe. Ça nous donne une position qui est intéressante dans le sens où on est au cœur de l'Afrique. Rien que dans la zone où je me trouve, nous sommes, sur un marché de 450 millions d'habitants. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et les États insulaires de l'océan Indien, c'est 450 millions d'habitants. Donc c'est un marché qui est énorme. Pour vous donner une idée, la filière numérique à La Réunion, c'est 1,4 milliard, là je vous donne les chiffres de 2016, 1,4 milliard d'euros par an, 5000 personnes, 500 entreprises. Et ce grand marché, évidemment, quand on le cite, vous imaginez le nombre de pays qui s'y trouvent, avec des difficultés politiques, des difficultés économiques qui sont très différentes, avec à chaque fois, malgré ces difficultés, une forte croissance. Il ne faut quand même pas oublier que l'Afrique aujourd'hui est un des premiers relais de croissance au niveau mondial. Si vous prenez par exemple les États insulaires francophones dans lesquels on se trouve, La Réunion, Maurice, Madagascar, c'est plus de 3% de croissance donc par an. C'est mieux que l'Afrique du Sud. Et donc par rapport à la métropole, naturellement, c'est encore mieux. Donc il faut profiter de ces aspects-là, parce que les acteurs économiques sont prêts, ils sont dans cette dynamique-là, et ils ont besoin que les indicateurs, on va dire, de développement soient ouverts. Alors là, il y a 2 idées nouvelles. On ouvre des sujets, hein, on n'est pas encore au moment où on peut les cerner bien. Donc, si je comprends bien, il y a l'idée d'avoir les acteurs économiques qui soient très présents dans l'émergence africaine. Il y a, je crois, cette idée d'avoir une régulation, et me semble-t-il, vous parlez d'une régulation spécifique, c'est-à-dire les télécoms, le e-commerce, ce genre de choses, qui est, je crois, également assez présente dans ce que vous proposez. Et puis, de fait, il y a la présence d'un 4e stakeholder, qui est justement les régulateurs télécoms. Alors, Kaïs, je me tourne vers vous, et je crois que c'est intéressant parce qu'il y a un sujet que je voudrais aussi aborder, et je crois que la Tunisie est le pays qui a le plus porté ça, c'est le capital humain. Vous avez fait très tôt, dès l'indépendance, en fait, le pari du capital humain. Malgré les problèmes que vous avez, vous en bénéficiez quand même largement aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre ces points-là. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire émerger une réglementation technique, entre guillemets, à une échelle régionale large? Et puis, est-ce que l'enjeu du capital humain, ce que vous avez fait à l'échelle de la Tunisie, on peut s'en servir pour le démultiplier au niveau régional également? Ok, merci. Je rejoins mes collègues donc, pour remercier M. Diallo. En fait, moi je voudrais, pour répondre à votre question, insister encore une fois, et je rejoins aussi mes collègues, sur le fait qu'on ne doit plus, on ne peut plus parler du numérique aujourd'hui comme une simple technologie. Et donc, notre message, encore une fois, pour les chefs d'État de ce sommet, c'est de porter au plus haut niveau donc, ce numérique. Et on n'aura pas suffisamment insisté sur ce volet-là parce qu'on le voit chez nous, dans nos pays, qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience au plus haut niveau de l'importance du numérique, pas pour l'aspect purement sectoriel, mais pour le citoyen, pour la santé, pour
pour l'économie de nos pays. Et en fait, il faudrait que nos chefs d'État considèrent que c'est une politique avec un grand P qu'ils doivent adopter, que l'économie numérique, c'est un business model en lui-même, que l'État lui-même doit porter. Et ça, on doit se le dire, dans nos pays d'Afrique, on est encore loin de ça, parce que ça fait des années qu'on parle de stratégie, et la mise en œuvre n'a pas été mise en place, parce que justement, et nous, on est arrivé à ce diagnostic, en tout cas en Tunisie, parce que ce n'est pas porté au plus haut niveau. Nous avons pris des initiatives avec le secteur privé, avec le secteur public, dans la mise en place d'une stratégie. Dans la mise en place, tout à l'heure, j'ai parlé du Conseil stratégique de l'économie numérique, qui est présidé par le chef du gouvernement, et qui est partagé entre membres du secteur privé et public. Et ça, c'est une première. Mais ce conseil stratégique, même s'il existe depuis 3 ans, je considère qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre encore la digitalisation de l'administration, la digitalisation de la santé, la digitalisation de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas un vrai décideur au plus haut niveau qui appuie sur le bouton pour dire qu'il faut passer au go. Et par rapport à ces actes-là, donc, il ne suffit pas juste de dire « oui, je porte », parce qu'on le porte et on le voit dans les discours des chefs d'État. À chaque fois, on introduit le mot numérique, parfois même parce que c'est à la mode. Parfois, c'est juste pour montrer qu'on est au niveau. Ce n'est pas le cas. Dans les actes, il faut que nos réglementations et nos lois soient réadaptées pour que le numérique soit vraiment soit pas un outil, enfin, la base même de l'économie. Donc, alors qu'en même temps, on est en train de voir dans certains pays, sans les citer, une surtaxation de l'Internet, une surtaxation des équipements télécoms. Et donc, comment peut-on promouvoir, entre guillemets, cette économie numérique alors qu'en même temps, on est en train de la surtaxer? Et ça, c'est un élément, je crois, essentiel, c'est un message essentiel au sommet, porter au plus haut niveau le numérique, agir dans les actes à travers certaines réglementations. Et là, on peut s'inspirer des réglementations de l'Union européenne. Et troisième élément, et je m'arrête là avant de passer au capital humain, c'est le facteur temps aussi. Il faut vraiment que ce message du facteur temps soit pris en compte et le message soit passé au chef d'État. Alors, je voudrais juste faire une pause parce que là, vous avez énoncé beaucoup d'idées qui sont très importantes. Je comprends dans ce que vous dites que, en filigrane, vous portez l'idée d'un Conseil africain du numérique. Et je crois que ça serait une idée extraordinaire, comme on a un Conseil national du numérique en France, qui a été fondé dans ces murs d'ailleurs, on pourrait avoir un Conseil africain du numérique avec peut-être quelqu'un qui représente le chef d'État pour chaque pays. Ça serait fantastique, non, cette idée-là? Excusez-moi, et là, je saisis l'occasion pour parler de Smart Africa. Ce matin, on a eu et c'était l'élément extraordinaire, Smart Africa. Alors, on a en fait on a les ingrédients pour faire ceci. Quel est cet ingrédient? Il y a déjà Smart Africa qui est une première alliance entre les États autour du numérique. Il y a l'alliance Digital Development qui a été fait, qu'on a fait maintenant entre les patronats du numérique et les entrepreneurs du numérique. Et il y a aussi cette alliance des clubs DSI qui a été initiée la semaine dernière en Tunisie entre les clubs DSI des différents pays d'Afrique. Donc nous avons à la fois le public, les prestataires du numérique et les consommateurs du numérique qui sont les entreprises qui consomment. Donc je crois que, en fait, on s'est alliés finalement, chacun de son côté. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant chapeauter tout ça par... faire vivre les plateformes. Voilà. Après, pour le capital humain, alors je vais quand même parler de l'expérience parce que je voudrais aussi répondre au monsieur de ce matin du cluster numérique algérien qui a posé la question sur les talents. C'est vrai que finalement, on est devant un fait acquis que la mobilisation des compétences, elle existe aujourd'hui. On ne peut pas interdire à des personnes, je sais pas, un Marocain ou un Ivoirien ou un Tunisien de pouvoir passer en Europe parce qu'il a été sollicité par une entreprise européenne par rapport à ses compétences. C'est pas évident et on ne peut pas se mettre dans cette position d'interdire en tout cas. Par contre, pourquoi on est dans cette situation de départ et de migration? Parce qu'il y a un problème de talent et un problème de compétences. Et il y a un problème de quantité, mais aussi de profil. Et c'est là où nous, on a initié, la Fédération numérique, on a initié un programme qui s'appelle Digital Talent. Et je le cite juste comme un exemple parce que c'est soutenu par la Banque mondiale. Et c'est soutenu, et c'est une initiative privée qui a été soutenue par à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Économie numérique. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à dire, en fait, c'est vrai qu'en Tunisie, on est peut-être connu comme un réservoir aussi de diplômés, mais on veut insister sur le fait que l'important, ce n'est pas les diplômés, c'est la compétence. On n'a pas besoin de produire des diplômés. On a besoin de produire des compétences, des talents qui soient utilisés et utilisables par les entreprises du numérique, par des multinationales. Et Digital Talent, ça consiste en fait d'un côté à corriger à court terme les jeunes diplômés
pour leur donner plus de compétences et combler ce gap entre leur niveau et l'attente des entreprises du numérique, et en même temps aussi à faire et à revoir, et nous avons des écoles ici présentes pour ça, à revoir l'enseignement supérieur du numérique pour les adapter aux nouveaux métiers du numérique aujourd'hui et aux profils de compétences qui sont attendus par les entreprises. Alors par quelles entreprises? Pas seulement par les entreprises nationales, mais par les entreprises du monde, par les Européens, les Maghrébins, les subsahariens. Tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin, on ait suffisamment de quantité de compétences qui puissent être absorbées à la fois par nos pays, mais aussi, pourquoi pas, par l'Europe. C'est-à-dire que l'Afrique, on a dit, ça peut être un réservoir de compétences, il faut, de diplômés, mais il faut que ça soit un réservoir de compétences et que ce réservoir soit suffisant. Même s'il y a 2000, on compte aujourd'hui 2000 par an qui partent par exemple de la Tunisie vers l'Europe, même s'il y en a ces 2000, c'est pas grave parce qu'il y a suffisamment, le gâteau est suffisamment grand pour qu'il puisse être partagé à la fois par nos pays que par les pays africains, par les pays européens, avec l'avantage aussi d'avoir une diaspora comme on l'a dit ce matin. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont ouverts, c'est extraordinaire. On va y revenir, mais je crois que c'est un sujet qui est essentiel. Donc comment est-ce qu'on fait pour pas avoir le syndrome du médecin africain, c'est-à-dire de former des talents et de les voir dans la minute où ils ont leur diplôme disparaître. Et alors là, je voudrais me retourner vers Antoine, parce que je trouve que ce qu'on observe au Sénégal, et qui me semble intéressant, c'est avoir des grands opérateurs qui ont fixé les gens et qui recrutent. Vous avez des ESN de grande taille qui d'ailleurs sont arrivées à une taille telle qu'elles ont un peu de mal à recruter. Je veux savoir si c'est une stratégie du pays ou est-ce que c'est venu un peu par hasard? Oui, en fait, ça fait partie de la stratégie nationale. Hein. Je crois que comme les autres pays d'ailleurs, hein, ça fait partie de la stratégie nationale de pouvoir en fait attirer les investisseurs dans ce domaine du numérique et l'installation, par exemple, peut-être vous faites allusion à Atos, par exemple, qui s'est installé au Sénégal. Effectivement, ça fait partie des axes stratégiques de Sénégal numérique 2025 et on doit retrouver la même chose dans les autres pays aussi. Mais je crois que effectivement, ce qui est vraiment important dans le cadre du capital humain, c'est que justement, le numérique, c'est vraiment, je veux dire, l'économie de la connaissance par excellence, quoi. Et il faut non seulement effectivement faire de telle sorte qu'on dispose de ressources suffisamment compétentes, mais en nombre dans nos pays, mais qu'on puisse leur donner l'opportunité, je veux dire, à travers une grande vague de transformation digitale de l'économie, de pouvoir trouver sur place, dans la région et en Afrique de façon générale, les opportunités qui vont les amener à rester. En fait, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que c'est le cercle vertueux. On forme suffisamment de compétences, mais il faut en même temps embrayer en fait, le cercle vertueux de trouver des opportunités qui correspondent à ces ressources-là sur place. Et donc, le fait de pouvoir amener des géants du numérique, c'est une des manières de le faire, mais l'autre manière de le faire, c'est engager une vraie transformation digitale de l'économie qui va faire que ces compétences-là puissent trouver du travail sur place. Salwa ? Oui, c'est exactement le point sur lequel je voulais intervenir. Donc, c'est par rapport à l'offshoring. Parce que, comme vous le savez, le Maroc, je pense, a été parmi les premiers à avoir élaboré une stratégie offshoring et créé donc des zones spécifiquement pour l'offshoring à partir de 2006. Donc, on est arrivé à peu près à plus de 30 000 emplois de jeunes. Et les plus grands ESN européens sont installés sur Casablanca. Et on a revu un peu la stratégie 10 ans après pour la généraliser au niveau de l'ensemble du pays, avec bien sûr des avantages fiscaux, des primes à l'emploi, des primes à la formation, etc. Mais quand même, ces 2 dernières années, on vit, je dirais, on vit un départ massif, parce que c'est un peu ce que je voulais dire, parce que d'abord, de l'autre côté, en Europe, il y a des projets intéressants. Et puis, au Maroc, on n'en forme pas assez. Et donc, ce qu'il faut, c'est accélérer la formation pour pouvoir justement servir également les pays d'Europe, pourquoi pas à partir de l'offshoring, et également les pays maghrébins. Et je pense que ça, c'est un point qui peut être dans les recommandations
puisque justement, moi j'ai fait la même lecture, mon voisin m'a précédé, j'ai fait la même lecture de la feuille de route de l'Union européenne-Afrique 2014-2017. J'ai fait également la lecture de la communication commune du Parlement européen du Conseil. Et je ne trouve que dans les 50e points, le numérique. C'est vraiment parmi les derniers points. Et par contre, le rapport, il parle de tous les problèmes, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, il parle de la sécurité, il parle de l'emploi, il parle de l'immigration. Et on sait très bien que le numérique peut être justement la solution à tous ces problèmes-là qu'on cite dans ces rapports. Elle dit que si on prend le problème de l'emploi, on sait très bien qu'il y a une pression au niveau de l'emploi des jeunes africains, puisqu'on parle de 2,4 milliards d'Africains en 2050. Il faut qu'on crée 18 millions d'emplois pour résorber le chômage. Donc, du moment où il y a des budgets pour les formations, pourquoi ne pas justement favoriser le financement des formations dans nos pays pour ces jeunes-là, pour qu'ils travaillent à partir du pays pour les projets européens. Alors, et tout le monde sera gagnant. C'est vraiment du win-win. Il y aura moins d'immigration, il y aura moins de chômage dans nos pays. Et voilà. Alors vous savez qu'il y a des grands instruments. Il y a l'Union européenne qui commence à financer ce genre de choses. Je vais vous faire une suggestion. Et je vais me tourner vers Patrick à cet égard. Est-ce que de demander aux grands opérateurs, donc j'ai cité tout à l'heure la BAD, l'AFD, la Banque mondiale, mais on pourrait aussi citer l'Union européenne et d'autres encore, est-ce que de leur demander de faire en sorte que dans tous leurs projets, il y ait un volet numérique, donc à chaque fois qu'ils construisent un barrage ou je ne sais quoi, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu comme en France, on met 1% dans la culture, de dire on mettrait 5% dans le numérique, est-ce que c'est complètement irrationnel ou est-ce que ça vous semble faire du sens ? À mon avis, ça a du sens. Ça va apporter un effet d'accélérateur dans la prise en compte de nos gouvernants de cette nécessité d'implémenter le digital dans tous les grands projets. Je prends pour exemple les actions que mon groupement mène auprès de ces institutions-là pour qu'elles ouvrent un vrai agenda numérique dans les projets sur la Côte d'Ivoire et en associant le maximum d'acteurs que nous sommes, la société civile, dans ce type de projet. Et je pense que c'est d'autant plus fondamental que nos entreprises africaines et les entreprises ivoiriennes ont accusé un retard assez énorme dans la transition digitale. L'État est en train de faire son travail. L'évolution de la gouvernance au niveau de l'administration ivoirienne est en train de s'opérer. Et quand on prend les indicateurs de maturité digitale de nos entreprises, il y a un vrai problème. Et le problème, il s'explique par deux choses. C'est cette prise de conscience de nos décideurs, mais surtout aussi la problématique du capital humain qu'on a évoqué tout à l'heure. Et l'option qui consiste à aller avec les grands groupes internationaux, notamment Orange, Atos, tout ça pour recruter le maximum d'acteurs dans nos pays, c'est une bonne chose. On salue l'initiative, mais le défi de l'emploi en Afrique ne va pas se gérer avec Atos et Orange. Le défi de l'emploi, c'est nos entreprises. C'est les actions qu'on pourra mettre en œuvre pour avoir des dynamiques d'inclusion au niveau, du moins je dirais, d'insertion au niveau de l'emploi des jeunes. Et ça passe par un certain nombre de formations. Il y a des formations d'élite qu'on voit dans nos écoles d'ingénieurs, mais il y a d'autres curricula qu'il faut trouver pour permettre à ces jeunes d'accéder assez facilement dans des formations de 3 à 6 mois à des métiers du numérique, des nouveaux métiers du numérique dont on a besoin. Donc c'est fondamental. Et je crois que ça rejoint, vous savez, moi j'ai présidé le Conseil national du numérique il y a maintenant quelques années, et on avait beaucoup insisté sur le fait d'avoir effectivement une sorte d'organe d'orientation pour les compétences. Et vous savez, j'ai découvert avec stupeur que ça n'existait pas, et au-delà de ça, qu'il y avait une inadéquation très forte entre la demande du marché du travail et les formations qui étaient effectivement proposées. Donc je pense que ça pourrait être une des missions du Conseil africain du numérique, de créer ce type d'orientation. Alors je vais me tourner vers Philippe, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance de la régulation, et puis on n'est pas revenu sur ce sujet. Et je vais faire une proposition iconoclaste. Je m'aperçois que dans la plupart des pays, les plus grands collecteurs d'impôts, ce sont les régulateurs. Donc on est d'accord, parfois c'est 10% du budget de l'État, parfois 20%, qui viennent au travers des régulateurs.
est-ce que c'est idiot d'envisager que les régulateurs se voient confier des missions d'impact? C'est-à-dire de dire aux opérateurs de télécom, j'espère que Bruno Mettling n'est pas là, il va m'étrangler, mais si vous n'arrivez pas à avoir tant d'agriculteurs numériques, eh bien, on vous taxe 2% en plus. Et si vous y arrivez, on vous taxe potentiellement 2% en moins. Est-ce que c'est complètement aberrant ou est-ce que ça a du sens? Bien, alors accessoirement, je vous rappelle que je suis administrateur du MEDEF à La Réunion, donc je ne suis pas sûr que je vais pouvoir soutenir votre proposition, mais en tout cas, ce que je peux vous dire... C'est raté. Je vais la proposer. Alors, je la proposerai à quelqu'un. Non, mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, étant à La Réunion, nous sommes en France et actuellement, on a la chance d'être dans une région qui est en train de devenir la première région française fibrée, en termes de couverture de la population. Qu'est-ce que ça impacte du côté du régulateur? Parce que le régulateur à La Réunion est le même qu'en métropole. C'est effectivement une intervention directe auprès des opérateurs pour que la distribution des rôles sur le territoire, notamment en termes d'accès au très haut débit, soit complètement, on va dire, harmonisée. Et donc là, on voit bien que le régulateur peut avoir un effet positif et bénéfique sur la montée en puissance des usages et la mise en réseau. Donc ça, c'est, pour le coup, là, je vous donne une expérience très, très, très française. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un élément qui a été donné, qui, à notre sens, est la mère de toutes les batailles. C'est le fait de mettre tous nos efforts, et on peut le faire du côté du secteur privé, sur la formation, la montée en compétences. On a 4 défis à relever en Afrique, et ce qui est intéressant, c'est que quand on se balade de pays en pays, même quand on va dans ces 2 terres insulaires françaises que sont Mayotte et La Réunion, on retrouve les mêmes paramètres. On doit former les jeunes. Pour former les jeunes, il faut former les professeurs. Vous savez qu'il y a un plan 100 000 professeurs en Afrique. Il faut absolument mettre un coup d'accélérateur là-dessus parce qu'on prend du retard. On prend du retard dans le sens où on sait que la croissance est forte et dans tous les pays en forte croissance que tout à l'heure on a cité, le numérique est en pointe. C'est-à-dire qu'on est parmi les secteurs les plus accélérants de tous les autres. Mais en fait, c'est comme si on essayait de décoller sur un avion de chasse avec le parachute frein ouvert. C'est ça qui se passe. Parce qu'on n'a pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, la plupart de nos projets, y compris pour nos clients, ils sont limités par le fait qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes au bon moment. Et quand vous n'avez pas les bonnes personnes au bon moment, en fait, vous reportez le business. On ne peut pas aujourd'hui, et là je rejoins ce que disait tout à l'heure Alexandre, on ne peut pas indéfiniment reporter le business parce qu'en fait, on est en train de prendre du retard. On est en train de faire du surplace par rapport au numérique. Alors, moi, j'étais venu avec 3 propositions et je suis très content parce que finalement, elles rejoignent, sans qu'on se soit concerté, mais c'est normal parce qu'après tout, on partage des expériences similaires, 3 projets concrets qu'on pourrait pousser ensemble, si vous le voulez bien, auprès des tenants du sommet. Quand on regarde les facteurs clés de succès de cette Afrique numérique, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la jeunesse de la population. C'est à la fois un atout et une bombe. C'est une bombe si on n'arrive pas à faire en sorte que l'inclusion notamment des campagnes, tout à l'heure on parlait de l'Afrique, mais ce qui est assez intéressant en Afrique, c'est que c'est un territoire et un continent de commuting. On se balade de métropole en métropole. Quand on est à Abidjan, on concentre, je crois, Patrick, 90% du business de la Côte d'Ivoire. Voilà, 80%. C'est énorme. C'est énorme que dans dans une seule ville, la plupart du business soit concentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les campagnes, il y a, pour le coup, des gens qui sont à la marge. Et souvent, ces gens-là sont jeunes. Et donc là, on a un devoir particulier qui est de faire en sorte que, effectivement, les métropoles grandissent, elles se connectent, elles s'interconnectent, c'est le cas, c'est ce qu'elles font, mais qu'elles ne laissent pas à la marge tous ces gens-là qui, aujourd'hui, on le voit bien, sont parfois tentés par des aventures extrêmes. Alors, il y a une proposition sur la ruralité. Alors, sur la proposition, on est des patrons, donc on a besoin de projets concrets, des projets concrets sur lesquels on aimerait accélérer. La mobilité de nos étudiants, je pense que ce serait un atout. Le simple fait que, dans tous les pays qu'on a cités, on puisse avoir un socle commun de formation au numérique qui fait que mon diplôme à Casablanca, il est reconnu à La Réunion, il est reconnu au Kenya parce qu'on s'est mis d'accord sur des contenus pédagogiques. Ça, on peut le faire.
On n'a Donc, pas besoin de quiconque. avoir des référentiels de compétences Référentiels collectifs. Voilà. Et au-delà de ça, il me semble avoir un visa digital, faciliter la mobilité du capital en Afrique. Hein. La mobilité, on a un atout qui est formidable, c'est la francophonie. On n'en parle pas assez. Mais la francophonie, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est pas la francophonie qui est une chance pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui est une chance pour la francophonie. On a quasiment 300 millions de francophones en Afrique. Et en fait, si on se projette dans l'avenir, on va pouvoir monter à 700 millions de francophones. Alors, je voudrais le qu'on- français, c'est quasiment devenu la 3e langue du business dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons un Erasmus francophone. Faisons un Erasmus francophone. On peut le pousser. Ça serait fantastique. Un Erasmus numérique francophone. Francophone. Alors, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, je voudrais continuer. On va revenir à vos propositions, mais je vois le temps qui passe. Antoine, vous vouliez rajouter un mot tout à l'heure quand j'ai parlé des régulateurs. Oui, tout à fait, parce que en fait, les régulateurs... Le micro. Les régulateurs collectent déjà des fonds, ça s'appelle le fonds du service universel. Donc tous les opérateurs contribuent déjà à ces fonds-là, qui sont utilisés, détournés entre guillemets à d'autres utilisations. Et donc, ce qu'il faudrait, si on veut avoir des projets à fort impact utilisant le digital, c'est utiliser ces fonds-là pour faire des appels à projets. Moi, je renverserais le truc. Je dirais que plutôt que d'avoir de l'argent qui risque d'être détourné, on met une obligation réglementaire sur des objectifs d'impact qui peuvent être dans l'agriculture, la santé, l'éducation, etc., etc. Oui, mais ce ne sera pas les meilleurs pour le faire, ces opérateurs-là. Les opérateurs, c'est les seuls qui touchent tout le monde. Je préfère que ces opérateurs, effectivement, on prélève les fonds, mais qu'il y ait une bonne gouvernance dans la gestion de ces fonds-là. On fait des appels à projets et le secteur privé peut soumissionner pour mener des projets d'impact dans ce cadre, en utilisant ces fonds-là. Très bien. Je voudrais juste éviter de généraliser le détournement de fonds universels. Hein. Donc, je donne quand même l'exemple du Maroc, avec la mise en place d'un fonds universel qui a accompagné la libéralisation des télécoms, avec la création de la NRT, qui est l'Agence nationale de règlement. Donc, il y a bien 3 opérateurs, et ce fonds-là, il existe, et c'est ce fonds-là qui a permis justement d'élargir et de couvrir l'ensemble du pays pratiquement au niveau des infrastructures. Mais pour arriver à ce que vous avez dit comme objectif, ce n'est pas suffisant, parce que là, il y a les infrastructures, mais ce qui nous manque, ce sont les contenus. Et donc, c'est là où, justement, il faut que ce fonds serve également à créer des projets intéressants pour des contenus et qui seront réalisés par des startups du pays lui-même et des entreprises locales. Alors, vous savez qu'on saluera d'ailleurs au Maroc la qualité du régulateur. Mustapha Terrab, qui a fondé le régulateur, a fait un travail remarquable et je crois qu'il a été un peu une référence dans l'Afrique subsaharienne. Mais je crois que on est d'accord au moins sur une chose, c'est sur l'importance des régulateurs et qui doivent être associés sans doute aux travaux du Conseil africain du numérique s'il venait à exister. Vous vouliez dire un mot? Je voudrais peut-être, il y a deux points. Je reviens sur la question de capital humain et ce qu'on vient de dire. Alors, le référentiel de métiers de compétences, j'ai parlé de Digital Talent, en fait, il comprend un référentiel de métiers de compétences qui peut être justement partagé entre nos pays. Et il y a aussi les systèmes d'accréditation, en fait, qui sont faits pour les universités, qu'on peut partager aussi entre Union européenne, Union africaine ou entre les pays africains. Donc, on peut avoir un système d'accréditation qui soit uniforme. Ça, c'est important. C'est important pour avoir à la fin, justement, des jeunes qui ont les nouveaux métiers. Alors, là-dessus, on insiste encore sur une chose, c'est que ces jeunes qui sortent diplômés, même s'il y a un bon référentiel, même s'ils sortent compétents, il faut qu'ils aient l'écosystème disposé et prêt dans leur pays pour pouvoir survivre ou vivre dans ces pays-là. Et c'est là où je voudrais qu'on revienne sur la logique qu'on a développée dans l'Alliance numérique panafricaine avec la France. C'est le principe de la coproduction et de la colocalisation. Il ne faut plus qu'on soit dans ce schéma de sous-traitance classique ou plutôt nord-sud, où justement, finalement, dans le pays, on ne développe pas cet écosystème. Donc c'est bien d'avoir des multinationales qui sont chez nous pour justement créer cet écosystème, mais c'est bien aussi de faire des partenariats où on fait utiliser nos ressources locales pour des projets communs.
Et juste un autre point avant de... Parce qu'on ne peut pas aussi, je dirais, clore ce débat sans parler d'une chose. Parce qu'on a parlé maintenant de digital, des transformations digitales, on a beaucoup parlé des États. Mais il y a aussi, comme l'a dit ce matin M. Huet, je crois, les entreprises du secteur privé. On a parlé de la longue conscience des chefs d'État par rapport au numérique, à mon avis. Mais aussi, on n'a pas aussi une bonne conscience des chefs d'entreprise, des autres secteurs classiques de l'importance du numérique. C'est un volet très important, on ne peut pas le surpasser. Nos entreprises, en Afrique en tout cas, alors je pense encore en Europe et même dans d'autres continents, nos entreprises d'agriculture, d'industrie, de santé et tout ça, ou des hôpitaux ou des cliniques, ne sont pas encore conscients au plus haut niveau de l'importance du numérique. Là aussi, je considère que nous, secteur privé, en tout cas prestataires du numérique, mais aussi les clubs des DSI, qui devraient être justement des CDO, des chiffres digital, il faut qu'il y ait aussi une inculcation d'une prise de conscience des chefs d'entreprise, je dis bien des chefs d'entreprise, comme les chefs d'État, au plus haut niveau, que le numérique, il y va de la survie de son entreprise. Donc il y a un grand travail à faire aussi à ce niveau-là, de notre côté, mais aussi du côté de l'intérieur, du côté des entreprises. Et on ne peut pas ne pas... Il y a un travail public-privé à faire, il y a un travail public-public à faire, mais aussi un travail privé-privé à faire aussi. Merci. Merci. Alors, on arrive bientôt au bout de cette extraordinaire table ronde. Je voudrais juste faire une suggestion, parce qu'on parle de registre unifié de compétences. Vous savez que moi, j'ai un rôle à la Commission européenne, qui est un rôle qui est lié aux enjeux de capital humain et d'inclusion. Et donc, je suggère effectivement qu'à ce Conseil africain du numérique soient associés les travaux du groupe de Digital Champions auquel je suis rattaché. Et puis au-delà de ça, je suis également membre du Conseil stratégique de la Grande École du numérique. Et le sujet de ce consortium, c'est justement d'unifier des registres de compétences. Donc il pourrait y avoir un lien également au travers de ces instances qui serait certainement pertinent. Il nous reste 5 minutes et je pense que, voilà, je vois qu'il y a des questions. Alors moi, j'ai pour règle de prendre les femmes en premier. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des questions? Voilà, vous avez une question, je vous en prie. Bonjour à tous. Moi, je voudrais juste revenir sur une question. Vous m'entendez? Oui, sur une question par rapport à la gouvernance. Et comme l'Afrique est certainement appelée à prendre le train de la digitalisation dans tous les domaines, j'aimerais qu'on parle plus concrètement comment peut-on assurer une bonne gouvernance des différentes initiatives, que ce soit dans la formation, dans le partenariat gagnant-gagnant, dans la relation publique-privée, que ce soit nationaux ou étrangers, ou les deux. Comment peut-on être sûr que cette gouvernance dans le numérique va-t-elle réussir là où elle a échoué dans les autres domaines? Merci. Est-ce que l'un d'entre vous se sent... Allez-y, je vous en prie. Je vais répondre par des expériences concrètes. Après, ouais. En Côte d'Ivoire, on a mis en place un genre de Conseil national du numérique qui ne s'appelle pas comme ça, qui s'appelle le CERTIC, qui est une commission paritaire entre la société civile, les opérateurs du secteur privé que nous sommes et l'État sur le monitoring de l'ensemble des projets digitales à fort impact sur les entreprises, les usagers, la population, etc., avec derrière des feuilles de route qui nous permettent de garantir un cadre de gouvernance cohérent, inclusif et participatif, quoi. Donc c'est ce type de structure-là qui pourrait permettre de monitorer l'évolution d'une stratégie digitale maîtrisée au niveau de nos pays, et ça marche, quoi. Voilà. Et puis je crois qu'il faut le rajouter, excusez-moi, je fais un peu modérateur et participant, mais l'importance de l'open data. L'open data, c'est la transparence, c'est une façon de lutter contre les déviances de mauvaise gouvernance, et c'est évidemment au cœur du monde du digital. Alors, si vous permettez, par rapport à l'exemple qu'il vient de J'essaie donner, de en vous fait, passer la parole. ça marche pas partout. Hein, donc, c'est pour ça que chaque pays il a une particularité. Donc, nous, on avait mis en place ce Conseil national en 2009 et qui s'est réuni 1 ou 2 fois. Donc, c'est pour ça que maintenant, la décision a été prise plutôt de créer une agence digitale, donc pour fédérer l'ensemble et donner la responsabilité des projets e-gouv au ministère de la modernisation. Parce que tous les projets e-gouv, c'est justement pour moderniser les administrations. Mais tout ça
porté à très haut niveau, puisque les deux discours de Sa Majesté, il a parlé justement de l'administration électronique et des projets numériques. Donc c'est le seul moyen, je dirais, d'essayer de garantir que ces projets vont bien se passer, quoi. Philippe. Oui, quand vous dites la gouvernance, en fait, c'est les gouvernances. Parce que pour l'instant, on parle d'États qui ont chacun leur propre gouvernance. Et il y a un moyen assez simple de peser sur la gouvernance des États. D'abord, ils sont en concurrence. Et très clairement, un État qui a une bonne gouvernance, qui notamment, par exemple, à travers l'open data, fait acte de transparence, et en général, c'est plutôt le jeu, on va dire, des pays qui sont un petit peu avancés dans leur gouvernance, quand vous avez un pays qui fait cet effort-là et qui en bénéficie par des retours sur son investissement, les autres, forcément, sont bizarrement enclins à suivre. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y a probablement aujourd'hui ce que vous avez cité, donc pas mal d'initiatives de plusieurs pays en pointe qui vont faire en sorte que les autres vont bouger autour d'eux. L'autre aspect, c'est ce que nous, opérateurs privés, pouvons faire sur la gouvernance elle-même, parce que nous sommes usagers de cette gouvernance et nous avons matière à agir dans le sens où, quand elle est défaillante, on peut lever la main et le dire, ou parfois tout simplement passer d'un pays à l'autre en disant voilà, votre gouvernance n'est pas bonne, on va aller investir ailleurs. Ça, ce sont des leviers qui font qu'à un moment donné, les gouvernements politiques révisent leur stratégie. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un Conseil africain du numérique. C'est un premier point. Vous en avez parlé. Tout à fait, on en a parlé. C'est un point de départ. Mais quand on a un point de départ, c'est bien aussi d'avoir un point d'arrivée. Et en l'occurrence, toutes les questions qu'on a pu se poser entre nous, elles nous ramènent sur le fait qu'on a un besoin d'harmonisation, on a un besoin de cohérence. Pourquoi ? Parce que notre business, une fois qu'on a passé le cap des métropoles, quand on va d'Abidjan au Sénégal, on est en mode international. Et donc, d'emblée, la question de l'harmonisation, de la mise en cohérence des gouvernances, des politiques publiques, du système de régulation se pose. Alors, pourquoi ne pas se donner à la fois un point de départ et un point d'arrivée, c'est-à-dire une union africaine du numérique, où effectivement tous les aspects, on va dire, de politique générale autour du numérique seraient harmonisés. Et naturellement, ça, c'est un projet sur 10 ans. On sait très bien que pour faire bouger les gouvernements, il faut du temps. Mais c'est un projet à l'échelle d'un sommet Union européenne, Union africaine. Alors, merci. Je crois que malheureusement, nous ne pouvons plus prendre de questions. Je sais que vous avez la possibilité de continuer à débattre. Écoutez, je suis absolument confus, mais je vais vous laisser débattre. Je suis absolument pris dans une réunion très importante. Je ne peux pas rester avec vous. Je peux vous laisser débattre. Je voudrais finir en remerciant vraiment pour la qualité de ce panel nos intervenants qui sont extraordinaires. Je crois que nous avons des propositions de premier ordre à cet égard. Et je voudrais évidemment, et je crois qu'on peut le remercier et l'applaudir chaleureusement, remercier Mamadou Diallo, parce que ce qu'il fait là a une portée essentielle pour le continent. C'est tout à fait remarquable. Donc je vous laisse, si vous voulez continuer à échanger avec eux, faites-le. Monsieur, vous voulez poser une question ? Oui, s'il vous plaît. Moi, malheureusement, m'enfuir. Parce que moi, je suis ancien du Parlement européen, de la Commission européenne. Excusez-nous, on va changer un peu l'ordre du jeu avec... S'il vous plaît. Alexandre, j'étais en train de... Alors... On va reprendre les choses en main. Oui, ouais. Ce qui est très important, parce que la thématique, c'est quand même l'Union africaine et l'Europe. Attendez, une règle par contre. Présentez-vous si vous voulez bien. C'est ce que j'allais faire. Voilà. Donc, Mohamed Zaglami, moi je suis un ancien de la Commission européenne et du Parlement européen. Et donc, aujourd'hui, je suis investisseur. J'investis beaucoup sur l'Afrique et notamment sur la Tunisie, où j'ai créé l'un des plus gros studios de jeux vidéo actuellement en Afrique. Je travaille beaucoup avec les États-Unis et avec l'Europe. Et à côté de cela, parce qu'on parlait tout à l'heure de manque de compétences, j'ai investi dans une école qui est aujourd'hui la première école de formation dans les métiers de la 3D, dans la réalité virtuelle d'Afrique, puisque Facebook s'est associé avec nous, Autodesk s'est associé avec nous. Je suis en train de former des tas de jeunes Africains qui, à leur tour, vont sur place. Mais moi, je veux revenir à la thématique. Moi, je suis un ancien de la Commission. J'ai mis en place pas mal de programmes dans le cadre des programmes Euromed. Et on a la chance d'avoir 4 pays, donc, que sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, qui font partie de ces programmes Euromed. Il faut absolument que, dans le cadre
de cette perspective avec l'Union africaine de s'inspirer de ce qui a été fait dans ces programmes. C'est très très important parce que ça a quand même donné ses fruits. Et l'une des propositions que je voudrais faire, c'est qu'il y a des programmes spécifiques, notamment la remise à niveau. La problématique que l'on constate quand on va en Afrique, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi dans chacun des pays. Personne n'a une visibilité des entreprises qui existent dans le pays. Et Donc la suggestion, c'est de s'inspirer des programmes européens. Oui, ça c'est le premier point. Est-ce qu'il y a une question non, c'était. Il faut qu'on partage Non, les contributions. Le deuxième point. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'investissement. Et ce qui est très important, c'est que l'Union européenne a des fonds et il faudrait créer un gros fonds d'investissement dans le domaine des start-up et dans ce domaine-là. Et moi, je suggère qu'il y a la BAD, il y a la Banque islamique de développement, il y a le FADES, il y a énormément d'acteurs en Afrique. Et il faudrait que la Commission européenne, l'EUA, gère tout cela. Et pour répondre au Conseil du numérique, il existe déjà un Conseil. Il faut qu'on partage le temps. On a bien compris, un grand fonds. Sachez qu'en France, il existe d'ailleurs le grand fonds Africa Invest, qui met beaucoup. C'est un fonds de fonds, et il y a de plus en plus de fonds présents. Alors attendez, je vais prendre ici, là, là, là et là. Voilà. Et, allez. On en fait 3 d'affilée, s'il vous plaît. Bonjour, Gauthier Rigaud, je suis directeur commercial de la société Supranetcom. Nous sommes éditeurs de plateformes de services interactifs sur le mobile et de services de paiement, e-payment, etc., déployés en Afrique. Très court, une proposition. Dans une vie antérieure, j'ai été amené à participer à des projets LIFE, donc au niveau de la Commission européenne. Ce sont des instruments financiers qui ont pour but de financer des consortiums momentanés de projets qui durent 2-3 ans et qui permettent de démontrer, notamment dans le domaine de l'environnement, et je veux faire le parallèle entre le domaine de l'environnement où il y a des écosystèmes assez complexes et le domaine du numérique parce que c'est à peu près la même chose. Il y a des acteurs avec des intérêts différents, il faut que tout le monde travaille ensemble et apporte une contribution, un impact à la société. Donc ces outils sont très bien connus de la Commission européenne, LIFE, je crois que ça continue toujours. Dans le cadre des échanges UEUA, il faudrait utiliser les mêmes outils LIFE à destination de projets de démonstration en Afrique, utilisant soit des technos locales s'il y en a, soit des technos européennes s'il y en a, et des entreprises, un mix entre des entreprises. Et pour les talents, je fais très vite, il faut absolument inclure les Fab Labs locaux, il faut du coup identifier les gens qui vont gérer les projets locaux. On a la suggestion, je pense. Voilà, c'est bon. C'est un super outil, il faut l'utiliser. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Cissé Khan, je suis président de la société civile africaine sur la société de l'information. Quand je vois les privés parler comme ça de développer le numérique en Afrique, j'ai un peu peur parce que je vois des gens qui viennent se faire de l'argent et partir. Je parle très crûment. C'est pas un mal de faire de l'argent. Hein. Oui, mais... Même en France, on a le droit de le revendiquer maintenant. Hein. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la plupart du temps, j'entends coup d'accélérateur. Il y a 25 ans, nous avons tous commencé au même niveau, à zéro. On était zéro connexion Internet. Aujourd'hui, en Afrique, on a des pays où il y a 3% de connexion Internet. Et l'Afrique, c'est le marché le plus rentable. Si je vais au-delà des DSI qui sont ici, si je parle des telcos et des GAFA qui vont arriver, on va finir par être juste un marché où on vient pour se servir. Donc ce que j'aimerais, c'est vraiment pour vous prendre au mot. 3 ou 4 d'entre vous ont parlé de coût d'accélérateur. Le seul grand coût d'accélérateur, c'est la formation, à tous les niveaux. Donc pas venir seulement financer des matchs de foot ou des combats de lutte, mais investir massivement dans la formation, parce que... Je crois que ça a été beaucoup dit. Ça va être, je vais juste terminer là-dessus, ça va être le moyen d'insuffler la dynamique TIC dans la population. Et ça va vous développer d'autres marchés. Et c'est pourquoi nous avons appelé, en tant que société civile, à organiser un sommet panafricain sur l'économie numérique. Parce que du niveau le plus élevé de la chaîne, c'est-à-dire les intellectuels, jusqu'au niveau le plus bas, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas été à l'école, il n'y a pas encore une bonne appropriation. Et il y a aussi des questions liées à la vulnérabilité de l'Afrique. Au niveau de la cybersécurité, aujourd'hui, l'Afrique, elle a les mains liées. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne fasse pas une conférence dans la conférence. On a compris, en fait, à mon avis, votre point de vue, en tant qu'acteur de la société civile, sur cette volonté de monter en fait un sommet dédié je vais juste terminer là-dessus. Une minute. Alors, une minute. Parce, attendez, il y a encore 3 interventions qui attendent, plus une 4e ici. 10 secondes. Alors. 10 secondes.
10 secondes, hein. La société civile, c'est des Africains qui s'activent dans les techniques depuis le début. Nous parlons les langues africaines. Beaucoup d'entre nous sont des intellectuels. Si vous voulez travailler à fond, massivement, nous sommes là à vos côtés. Merci. Voilà, je pense que le message est passé. Très bien, merci. Il n'y a pas de reproche, il y a une volonté en fait de participer, de travailler avec vous. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, que je l'interprète. Jean-Bernard. Puisque le but est de préparer le sommet UE-UA, je voudrais revenir sur la politique de l'UE. Il faut savoir que l'UE ne s'intéresse au numérique en Afrique que depuis un an à peu près, suite à une initiative de différents États membres, dont la Belgique, la France et évidemment l'Estonie, ça n'étonnera personne. L'UE a un énorme retard, y compris sur la France, sur la conception de politique numérique en Afrique. Et on a eu tout un tas de discussions cette année, tout un tas, nous, c'est-à-dire moi, des directions générales des entreprises et mes collègues du Quai d'Orsay à Bruxelles, pour amener ce qu'on appelle dans le langage technocratique, le fléchage des fonds de l'UE vers le numérique. C'est en cours, mais ça ne démarrera que dans ce qu'on appelle le plan d'investissement extérieur de l'UE, qui est horizon 2019-2020. Donc c'est à ce moment-là qu'il y aura de l'argent massif disponible, mais en face, il faut qu'il y ait des vrais projets. Et d'où l'intérêt de l'initiative de l'ADD, qui a proposé 19 propositions pour le sommet UE-UA, qui représente notamment l'harmonisation fiscale, etc., le soutien aux start-up, et de les mettre en œuvre dès aujourd'hui, sans attendre l'UE, parce que aide-toi et l'UE t'aidera, et non pas l'UE t'aidera et après tu t'aideras, c'est dans l'autre sens que ça marche. Mais l'UE est très, très, très disponible. C'est compliqué parce que c'est encore l'administration de Bruxelles. Nous, à côté, on est une start-up à Bercy, donc c'est pour vous dire. C'est énormément compliqué, mais on va y arriver et on a besoin de vos propositions. Merci Jean-Bernard. Merci de le redire parce que c'est important. Donc c'est ce qu'on disait ce matin. À nous aussi de proposer des projets. L'argent est en train d'arriver, il est fléché. Donc il y a 3 interventions sur ce banc-là. Voilà, je prends les 3. Donc Daniel Maniscalco de la société Communétique. J'ai une question. Vous parliez de formation. Je voudrais savoir quels liens et stratégies pratiques peuvent faire les universités africaines, les universités françaises et européennes, en matière d'ingénierie de formation, justement, pour former des formateurs. Alors, presque j'aurais envie de vous dire, il faudrait que ça soit Nasser, qui est un des cofondateurs de l'école Esprit, je l'ai cité ce matin, qui vous réponde. Parmi vos conclusions, peut-être, vous gardez en fait cette question en tête et vous... Voilà, d'accord, très bien. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous, Amar Kadraoui, je dirige un cabinet de conseil en Algérie et au Maroc. Je suis un franco-maghrébin, j'ai un peu quitté la France il y a 8 ans pour m'investir énormément dans le Maghreb. Et donc, je pense qu'il y a trois réflexions très rapides. La prospective, développer une prospective locale, une prospective africaine. Une prospective africaine qui ne réfléchit pas qu'en incrémentation, mais qui réfléchit vraiment en innovation. Comment aujourd'hui, quand le Sénégal a eu tout au début ces problématiques de téléphonie, il est directement allé vers le satellitaire, pas vers le filaire. Comment on va faire des sauts technologiques? Comment on va réfléchir pays par pays, région par région, à des... On est un peu là pour ça, mais ok. À l'avenir. Mais vraiment, comment on va construire le contenu. La deuxième, c'est comment réfléchir à des champions thématiques régionaux et ne pas faire que chaque pays essaie de développer tout. Quand l'Allemagne elle a été championne dans un domaine, les autres pays européens, ils ont laissé faire l'Allemagne, l'Italie pareil, la France pareil. Mais comment on va faire émerger le Kenya aujourd'hui? C'est le patron du MOU. On a compris le point. Troisième point. Donc ça c'est pour la... Et troisième chose, c'est qu'on a aussi une chance extraordinaire sur la formation et sur les nouvelles générations, c'est les nouveaux métiers. 2030, 2040, 30% des métiers qui vont arriver ne sont pas connus aujourd'hui. Mais comment on va plutôt former sur ça pour avoir des avantages concurrentiels durables? Ok, ça marche. Vous les avez en tête, un champion, prospective, le premier point. Et puis, troisièmement, les nouveaux métiers. Allez, c'était monsieur derrière, c'était le troisième. Allez-y. Après, il faudra qu'on stoppe. Voilà, c'est ça. Bonjour, je suis Jeannot Kadjipola, je suis consultant manager chez Atos. Et je voulais vous parler de mon expérience personnelle. Court alors, parce que... Oui, mais ce court, c'est rapidement. Et puis avec. J'ai pas l'impression que vous ayez 20 ans, elle peut être longue, peut-être, voilà. votre expérience. Et rapidement, et avec des propositions. J'ai conseillé certains pays africains subsahariens pour la mise en place des structures de développement et de croissance au niveau du numérique. Et entre-temps, j'accompagne certaines startups africaines pour
les jeunes pousses, disons quoi, pour le développement. Et ce que j'ai constaté, bon, je vis qu'on n'en a pas beaucoup parlé, au cours de mes travaux, je me suis rendu compte qu'il y a au moins 67% des Africains qui sont analphabètes. Et ça, on n'en a pas parlé au niveau des pays. Ce qui fait que parmi les 33% qu'on considère intellectuels, il y a au moins 10% qui peuvent réellement assurer la transition numérique. Donc, ce que je constate aussi, c'est que la plupart, quand on parle de numérique en Afrique, c'est beaucoup plus en termes d'utilisation qu'en termes de développeurs. En gros, c'est ce que je propose. Au niveau des compétences, c'est de la mise en place, par rapport à mon expérience, de la mise en place d'une école, je vais dire, d'ingénieurs numériques qui soit commun presque à tous les pays africains pour permettre le développement des cadres. Ok, ça, très c'est bien. le premier point. Attendez, oui, parce que c'est intéressant. Dans cette salle, vous êtes beaucoup à vouloir travailler sur les questions de formation, d'école d'ingénieurs, etc. Est-ce que ceux qui sont concernés, soit en tant qu'investisseurs, soit en tant que professeurs ou travaillant dans des écoles, pourraient lever la main pour qu'on les repère? Ou même, est-ce que vous pourriez vous lever, histoire que vous puissiez vous connecter les uns entre les autres, là? Si vous voulez, voilà, tiens, c'est un très bon sujet, Jean-Bernard. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, à la fin de ce panel, qui va terminer avec la conclusion de nos amis de l'ADD, c'est que vous puissiez rester, histoire que vous vous connectiez. Parce qu'il y a beaucoup de projets d'investissement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de nouvelles écoles. On sait qu'on en a besoin, donc que notre séminaire soit utile. Je vous propose d'en rester là, et voilà. Excusez-moi, je n'ai pas fini, j'avais des propositions, non seulement formation. Ah bon. Il y avait des propositions, c'est surtout la mise en place de ce que j'appelle des cadres structurels organisationnels, c'est-à-dire des partenariats privés-publics et privés-privés, et surtout notamment de permettre aux jeunes créateurs d'entreprises, je vais dire africains, qu'ils aient accès facilement aux investissements. Parce que j'ai constaté que c'est avec, je vais dire, 60 millions de francs CFA, enfin des choses comme ça, on peut arriver à mettre en place quelque chose de bien. Ce que je propose, c'est de mettre en place, disons quoi, de comptoirs d'investissement pour permettre à ces jeunes pousses d'avoir accès facilement, le jeune qui vient avec des un projet comptoirs d'investissement. Est-ce qu'il y a une autre proposition ou c'est bon, on a fait le tour? Oui. Et surtout, voilà. Et puis les partenariats privés. Gardez-en un peu pour les 2 jours et demi qui restent. Mais bien sûr. Bon, allez, c'est super, ça marche. C'est sympa. Voilà. Merci. Allez, on fait un rapide tour de conclusion en donnant la parole en premier à Salwa, si vous êtes d'accord, messieurs. Merci, Alexandre. Un tout petit point sur lequel on est passé rapidement et qui a été abordé par notre ami Craig, c'est la transformation digitale dans les entreprises privées. Certes, nous, en tant que je dirais, opérateurs, nous avons un rôle à jouer au niveau de la sensibilisation, mais l'État, le gouvernement peut jouer un rôle important aussi avec des obligations. C'est-à-dire que quand on oblige des entreprises à faire des déclarations, par exemple fiscales, en ligne, ou à faire donc des transactions en ligne, forcément, ça incite les entreprises à s'informatiser. Donc là aussi, il y a un rôle qui est important des gouvernements. Juste pour conclure cette séance, je voudrais qu'on prenne un peu l'exemple de l'Europe. Je pense que cette année, j'aime bien entendre ça, moi. Le traité de Rome fête ses 60 ans, n'est-ce pas? Et l'Europe a, durant toute cette période-là, transformé le théâtre des 2 guerres mondiales en un espace de paix, de prospérité, d'égalité, de liberté et de la démocratie. Alors nous, en tant qu'Africains, est-ce que l'Union africaine, qui est un espace qui est trop vaste et trop divers pour être le vis-à-vis partenaire de l'Union européenne, est-ce que nous, associations, alliances du digital, peut-être forum économique du digital, etc., on ne peut pas justement jouer ce rôle au niveau de l'Afrique pour être le vis-à-vis pour la transformation digitale de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire. Merci de cette proposition, Salwa. Qui est-ce qui veut intervenir? Patrick, il a le micro. Allez, vas-y, Patrick, je te sens chaud. Ok, non, je ne suis pas chaud, je suis calme. Bon, rapidement sur la transformation digitale des entreprises. Un exemple qu'on est en train de mettre en Côte d'Ivoire, au niveau du patronat ivoirien, avec l'ensemble des associations professionnelles des banques, on est en train de mettre on a mis en place un indicateur de maturité numérique qui va être un facteur d'évaluation des entreprises
quand elles vont demander des crédits et quand elles vont vouloir se faire accompagner sur des projets de financement à long terme, etc. Donc, ça permettrait aux entreprises d'engager de façon, cette fois-ci, volontariste, leur parcours de transition digitale avec des résultats escomptés. Quoi. Indicateur que tu as partagé avec d'autres. L'indicateur que j'ai partagé l'année dernière. Et donc, non, mais c'est mis en place, non, je crois, oui, pas le patronat marocain. Ça va faire l'objet des KPIs qu'on prend pour évaluer les entreprises. Maintenant, je vais revenir dans ma conclusion sur une expérience qu'on est en train de mener en Côte d'Ivoire avec les French Tech. Hein. Il y a un écosystème qui est multidimensionnel et pluriel dans nos pays. En Côte d'Ivoire, avec la French Tech, avec les opérateurs maghrébins, avec nos amis sénégalais, etc. On est mis en place, on est en train de mettre en place des dispositions sur des clusters de compétences, tout ça pour revitaliser ces écosystèmes numériques, et c'est important de le dire. Faites court, je vais me faire couper la tête. C'est terminé. Bon, super. Un mot chacun. Philippe. Oui, un en mot. fait, si on pouvait faire quelque chose en termes de résultats aujourd'hui, vous l'avez compris, moi j'appelle vraiment de mes voeux la constitution de ce réseau d'écoles avec un référentiel commun. On pourrait appeler ça la grande école africaine du numérique. Donc toi, tu restes après la conf. Hein. Mais voilà, référentiel commun, mobilité organisée entre nos étudiants à travers un programme Erasmus francophone, et puis reconnaissance d'emblée entre nos pays de ces diplômes. Et si les gouvernements ne prennent pas le rythme, le pas, faisons-le déjà au niveau de nos syndicats patronaux, de nos organisations. Si nous le faisons en avance de phase, Philippe, les gouvernements finiront par le faire. Super clair. Tes 3 propositions, elles sont très claires. Antoine ? Oui. Je voudrais insister à nouveau sur le fait que dans les recommandations qu'on va faire pour le sommet UE-UA, voilà, qu'on mette le numérique, je veux dire, comme étant un domaine prioritaire. Non, c'est important de revenir dessus. Quand on voit ce que ça a donné, hein, les précédents, c'est important de revenir dessus. Autre chose, le secteur privé, également au centre de la définition des principales recommandations dans le cadre de ce sommet-là. Et puis, je pense qu'on n'a pas été vraiment peut-être très loin dans des propositions concrètes au-delà du capital humain. Je crois qu'on a beaucoup parlé du capital humain, mais on a des grands défis en Afrique, comme par exemple le défi de l'explosion démographique. Comment le numérique pourrait en fait aider, transformer l'école, ou la santé, ou l'agriculture, etc. Voilà. Donc, on a quand même fait des propositions très concrètes dans le cadre en fait des rencontres des chefs d'État africains et de la France à Bamako il y a quelques mois. Et puis il faut d'accord, mais on termine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des sessions de ce type-là, honnêtement, il faut les préparer en amont et s'inscrire dans le calendrier des événements pour lesquels on veut faire des recommandations. C'est bien ce qu'on a fait, mais il faut aller en amont pour pouvoir peser. Parce que le résultat in fine, c'est est-ce que dans les recommandations finales, tout ce qu'on est en train de dire là, il y aura au moins quelque chose qui va y aller, quoi. On partage l'idée de la méthode. Donc, je pense que merci, c'est très Antoine. bien, mais parce qu'on me presse. Toi, tu ne vois pas derrière, mais je suis pressé. 2 points très rapides. Nous sommes j'insiste parce qu'il ne faut pas que ce soit une conférence de plus, comme on a dit. La gouvernance, tout à l'heure, ça a été cité. Encore une fois, c'est bien de faire des conseils stratégiques. On en a fait, on peut en faire. Mais la question de l'autorité qui soit donnée ou bien qui soit prise par le chef d'État ou alors donnée au ministère de tutelle est très importante. L'autorité transversale est importante parce que sinon, même s'il y a des fonds, il n'y aura pas de projet. Même s'il y a on veut avoir des champions nationaux, la France, je pense, France Télécom, avant qu'elle soit Orange, elle a, je crois que les projets, il y a eu des grands spin-offs parce qu'il y a France Télécom qui a développé des projets, il y a l'État français qui a développé des projets qui ont fait que des entreprises, qu'il y a des Atos, qu'il y a des Capgemini qui se développent. Donc si l'autorité, il n'y a pas une autorité claire, on se retrouvera dans 1 an, dans 2 ans à redire la même chose. Donc ça c'est important. Et juste un sujet qui ouvre le débat pour d'autres choses, on n'a pas suffisamment effectivement parlé aussi de tout ce qui est paiement électronique et mobile payment et tout ça. Ça c'est un vrai sujet en Afrique. Il y a une conf plus tard dans le programme. Ça crée des problématiques de l'informel, ça crée des problématiques de circulation de cash. Et ça, c'est des choses qu'on vit beaucoup dans nos pays. C'est un autre sujet. Merci, Caïs. On peut remercier alors tous les participants. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci. Merci.
Peut-être juste préciser qu'ils sont à votre disposition là, pendant grosso modo les 3 prochains jours, et certains partent un petit peu avant, et vous redire que ceux qui voudraient discuter formation, qu'on puisse au moins se connecter à la fin de cette conférence. Merci de nous avoir donné un peu de temps. Merci à vous, merci pour votre